Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer le 6e thème du module de management des ressources humaines qui est consacré au tableau de bord des ressources humaines. L'objectif de ce module est de pouvoir maîtriser le rôle des tableaux de bord en tant que des éléments qui sont indispensables à la bonne gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise. Au cours de ce module, nous allons essayer de répondre à deux principales questions qui sont: qu'est-ce qu'un tableau de bord ressources humaines? En deuxième lieu, on va essayer de répondre à la question suivante: quel est le rôle d'un tableau de bord des ressources humaines en management des ressources humaines? C'est en essayant de répondre à ces questions qu'on va atteindre l'objectif de notre module. Commençons par la définition d'un tableau de bord des ressources humaines. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'un tableau de bord des ressources humaines. Il s'agit en fait d'un outil de pilotage des activités de la fonction ressources humaines et de suivi d'évaluation des équipes au sein de l'entreprise. Cet outil permet de faire une analyse et une visualisation pour pouvoir prendre des décisions sur les ressources humaines d'une entreprise. Alors, ces outils, qui sont des outils RH, permettent la prise de décision grâce à quoi? Grâce au fait qu'ils mesurent et synthétisent les statistiques des effectifs d'une entreprise, les effectifs d'une entreprise qui peuvent impacter le travail de rotation du personnel. Ça peut aussi impacter les facteurs liés à l'absentéisme et d'autres facteurs qui entrent en jeu pour pouvoir maîtriser la vie, la situation des ressources humaines au sein d'une entreprise. Alors, les tableaux de bord des ressources humaines sont aussi appelés des tableaux de bord sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués d'indicateurs de performance qui sont axés sur des facteurs clés de succès de l'entreprise, ce que l'on appelle les leviers d'action. Ces leviers d'action sont tous définis selon la taille de l'entreprise, selon le secteur d'activité de l'entreprise ainsi que la stratégie générale de l'entreprise. En tout, ces facteurs clés de succès sont présentés sous forme de tableaux de bord, sous forme de tableaux, et de graphiques. Donc, les tableaux de bord des ressources humaines sont des outils d'aide à la décision, sont des outils de pilotage qui sont présentés sous forme de tableaux et de graphiques. Voilà en quelques mots ce qu'est un tableau de bord des ressources humaines. Quels sont les principaux objectifs du tableau de bord des ressources humaines? Il y en a plusieurs objectifs. Le premier est de pouvoir fournir une aide à la décision. Je venais de le dire tantôt. Ces outils permettent aux gestionnaires des ressources humaines, plus particulièrement, mais de manière générale aux responsables de l'entreprise, à prendre des décisions concernant les ressources humaines de l'entreprise. Ils permettent l'évaluation, par exemple, des performances. Ce sont des outils qui permettent la réalisation du diagnostic de la situation des ressources humaines au sein de l'entreprise. En plus de cela, le tableau de bord permet de communiquer et d'informer. Cette communication qui se passe entre les responsables ressources humaines, la direction générale ainsi que d'autres directions ou départements au sein d'une entreprise. Alors, le tableau de bord facilite cette communication et cet échange d'informations. Enfin, les tableaux de bord permettent d'analyser et de comprendre l'évolution et la répartition, soit des effectifs, des taux d'absentéisme
mais aussi de la gestion de la masse salariale et des processus de recrutement. Voilà un peu les principaux objectifs du tableau de bord des ressources humaines. Que contient les tableaux de bord des ressources humaines? Les tableaux de bord des ressources humaines contiennent des indicateurs. Donc, les indicateurs sont les composantes d'un tableau de bord des ressources humaines. On peut définir un indicateur comme étant une traduction d'une information ou d'un phénomène lié aux ressources humaines sous la forme d'un signal. Ça peut être un code ou une couleur donnée, ou encore sous forme d'un chiffre. Le but des indicateurs du tableau de bord des ressources humaines, c'est de pouvoir simplifier une information ou un phénomène lié aux ressources humaines, et on sait que ces phénomènes ou ces informations en rapport avec les ressources humaines sont parfois complexes, et cette simplification va rendre cette information ou ce phénomène beaucoup plus compréhensible et utilisable par le public cible. Ça peut être les responsables des ressources humaines ou les dirigeants de l'entreprise de manière générale. Quelles sont alors les caractéristiques d'un indicateur ressources humaines dans le tableau de bord? Ces caractéristiques se résument en 5 concepts, en cinq termes. Les indicateurs doivent être SMART. SMART, avec le S, c'est spécifique. Ça veut dire que ces indicateurs sont en lien direct avec l'activité à réaliser ou l'objectif qui est visé. M qui veut dire mesurable, et ces indicateurs représentent des objectifs qui sont à la fois qualifiables mais aussi quantifiables. Le A qui veut dire acceptable implique que les indicateurs supposent des objectifs qui sont les plus ambitieux possibles, mais aussi qui sont atteignables dans leur réalisation. Le R veut dire réaliste et il correspond tout simplement à des indicateurs qui montrent un seuil de réalité dans leur mise en œuvre, dans leur exécution. Et enfin, le T qui veut dire la notion de temps, c'est que les activités à réaliser ou les objectifs définis doivent être doivent être qualifiables sur l'échelle de mesure temporaire. Voilà les quelques informations en rapport avec les indicateurs qui sont les composantes d'un tableau de bord des ressources humaines. Alors, on va vous parler de quelques types d'indicateurs ainsi que des détails et des facteurs qui y sont relatifs. Alors, des premiers types d'indicateurs des tableaux de bord des ressources humaines, ce sont des indicateurs financiers. Ça peut être la masse salariale, le coût moyen des salariés, etc., etc. Le deuxième type d'indicateurs sont les indicateurs humains qui définissent le suivi des effectifs, la mobilité, que ce soit des entrées, des sorties, turnover, etc., etc. Il y a des indicateurs, troisièmement, qui sont en rapport avec le risque professionnel de sécurité au travail. Ça peut être des indicateurs d'accident de travail, de gravité de travail, de maladie professionnelle, ainsi de suite. Quatrièmement, il y a des indicateurs de type socio-démographique. Ce sont des indicateurs de type contrat par sexe, par exemple, des taux de CDD, contrat à durée déterminée ou de CDI, etc., etc. Il y a enfin un cinquième type d'indicateur du tableau de bord des ressources humaines qui est relatif aux rémunérations, et ces indicateurs représentent le salaire médian, par exemple, etc. Il y a ensuite des facteurs qui sont en rapport avec ces types d'indicateurs et qui les complètent. Et ces facteurs sont liés soit à la quantité,
des effectifs suffisants, par exemple, équilibre en termes d'âge et de sexe. Ces facteurs peuvent aussi être liés à la qualité, par exemple, le niveau de qualification ou de formation. Et ces facteurs peuvent être liés aussi au délai, ça veut dire le délai du processus de recrutement, par exemple. Ce sont des exemples qui définissent ces facteurs de comparaison. Enfin, ces facteurs peuvent être liés au coût. Par exemple, le coût de la masse salariale, les primes qui sont déversées. Alors, il est important de considérer, de savoir que les types d'indicateurs ainsi que les facteurs de comparaison contribuent au calcul de l'indicateur en produisant des formules. Ce sont des éléments qui permettent de formuler, d'élaborer des formules de calcul des indicateurs du tableau de bord des ressources humaines. Voici quelques exemples de formules de calcul. Ici, on en donne 8 types d'indicateurs. Comment on calcule ces indicateurs du tableau de bord des ressources humaines? Ces 8 types d'indicateurs du tableau de bord des ressources humaines sont des indicateurs, premièrement des indicateurs en rapport avec la mobilité. On peut voir le taux d'entrée, le taux de sortie, le ratio de remplacement, le turnover. Ce sont ces indicateurs qui sont en rapport avec la mobilité. Premier type d'indicateur du tableau de bord. Deuxième type sont des indicateurs liés à l'intégration. On peut voir par exemple le taux de départ, le taux de départ volontaire, le taux de prolongation de stage, etc., etc. Ça, ce sont les méthodes de calcul de ces indicateurs du tableau de bord. Troisièmement, il y a les indicateurs qui sont liés à l'emploi. On peut voir par exemple le taux d'ancienneté dans l'organisation, etc., etc. Et voici la formule du calcul. Quatrièmement, on a les indicateurs qui sont en rapport avec le risque professionnel. L'exemple est le taux de fréquence des accidents de travail. Et voilà les types d'indicateurs qu'on a à calculer dans le tableau de bord des ressources humaines. Cinquièmement, il y a des indicateurs qui sont liés au risque maladie. Par exemple, le taux d'absentéisme dû à la maladie. Voici la formule, comment on calcule cet indicateur. Le taux d'absentéisme, voilà, de courte durée. En sixième lieu, il y a des indicateurs qui sont en rapport avec la formation professionnelle. Rappelez-vous, j'ai parlé de 8 types d'indicateurs du tableau de bord des ressources humaines. Dans le sixième type des indicateurs qui sont liés à la formation, on voit par exemple le taux de départ en formation, le taux de participation à la formation, le taux de formation par métier. Et voilà les méthodes de calcul de ces indicateurs. En septième lieu, il y a les indicateurs démographiques, par exemple l'âge moyen, l'ancienneté. Et en huitième position, enfin, il y a les indicateurs qui sont liés à la rémunération. On peut voir comment on calcule la masse salariale. On peut voir comment on calcule la disparité des salaires entre les différentes catégories des ressources humaines. Tous ces indicateurs, tous ces 8 types d'indicateurs sont inclus dans le tableau de bord des indicateurs des ressources humaines. Il y a une particularité par rapport au tableau de bord des ressources humaines. C'est quoi? Ce sont les pyramides des âges. Ce sont des tableaux de bord qui indiquent davantage, qui donnent beaucoup d'informations, mais aussi qui caractérisent des enjeux importants existants au sein des effectifs de l'entreprise. Alors ici, nous allons donner une définition d'une pyramide des âges ainsi que sa finalité. Alors, une pyramide des âges, c'est une répartition par sexe et âge des ressources humaines d'une entreprise à un instant donné. Cette définition, elle est classique pour toutes les sortes de pyramides. Cette pyramide est constituée de deux histogrammes qui sont collés, un pour chaque sexe, donc masculin et féminin. Donc, par convention, les hommes sont placés à gauche de la pyramide, donc sur le premier histogramme, tandis que les femmes sont placées à droite sur le deuxième histogramme. Donc, les deux histogrammes sont collés l'un à l'autre.
Et ces histogrammes présentent des effectifs, les effectifs qui sont portés sur la barre horizontale, tandis que les âges sont placés sur la barre verticale. Quelle est la finalité d'une pyramide des âges? La finalité d'une pyramide des âges est de suivre et de vérifier l'équilibre entre les différentes générations composantes de l'effectif des salariés d'une entreprise. Voilà l'exemple d'une pyramide des âges. Comme je venais de le dire, il y a côté gauche où on a placé les hommes, il y a côté droit où on a placé les femmes, et la barre horizontale comprend les effectifs, tandis que la barre verticale comprend les âges. Voilà en quelque sorte une pyramide des âges. C'est une pyramide classique, mais qui produit beaucoup d'informations dans le management des ressources humaines. C'est en tant qu'un type particulier de tableau de bord. Dans le management des ressources humaines, il existe 5 types de pyramides des âges. Il y a la pyramide en champignon, il y a la pyramide en toupie, il y a la pyramide en cylindre, il y a la pyramide en poire écrasée, ainsi que la pyramide en pelote de laine. On va essayer de détailler chacune de ces pyramides et voir les enjeux qui se trouvent derrière cette pyramide. Commençons par la pyramide en champignon. Alors, on voit que la pyramide en champignon, effectivement, ça prend la forme d'un champignon comme vous pouvez le voir à cette image-là. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette pyramide? Il y a l'âge moyen qui est élevé au sein de l'entreprise. Cette pyramide montre qu'il y a un âge moyen qui est élevé au sein de l'entreprise. La cause peut être à de nombreuses embauches qui se seraient passées sur une courte période dans le temps. Il y a des éléments positifs de cette pyramide, c'est que il y a de solides compétences et un renouvellement naturel au gré des départs en retraite. Il y a beaucoup de personnes, de membres du personnel qui ont des compétences dans l'entreprise, mais malheureusement qui vont bientôt partir en retraite. Les éléments négatifs, c'est qu'il y a une masse salariale qui est importante dans une entreprise qui présente une telle sorte de pyramide. Il y a aussi parmi les éléments négatifs, une capacité d'adaptation qui est moindre parce qu'il y a les personnes les plus âgées et ces personnes ont la capacité d'adaptation qui est moindre par rapport aux jeunes générations. Il y a un risque de perte de savoir, comme je venais de le dire, parce que la catégorie des âges les plus élevés, elle est au-dessus et puis ces personnes vont partir bientôt à la retraite et le problème c'est qu'ils peuvent partir simultanément et massivement. Quelles sont les actions à mener? Il faut mettre en place des dispositions de transfert de connaissances en provenance de ces catégories d'âge qui vont partir en retraite pour les transférer aux jeunes qui seront recrutés. Donc, le transfert des compétences vers les jeunes générations. Deuxième type de pyramide, c'est la pyramide en toupie. Comme vous pouvez le voir, ça c'est une toupie. Cette pyramide est caractérisée par une base étroite, qui veut dire qu'il y a peu de recrutement, mais aussi un sommet qui est pointu. Le sommet pointu veut dire qu'il y a peu de départs, peu de gens qui partent en retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a eu une embauche massive sur une période donnée. Alors, quels sont les éléments positifs de cette pyramide? C'est qu'il y a une longue période de travail au sein de l'entreprise. Donc, l'entreprise essaie de fidéliser les salariés. Ensuite, parmi les éléments positifs, il y a une possibilité de construire une politique de carrière avec les salariés qui sont en surnombre. Les salariés au milieu qui sont en surnombre permettent une construction d'une politique de carrière qui est efficace et efficiente. Et puis, il y a un côté négatif de cette pyramide où on trouve qu'il y a des difficultés à maintenir les effectifs qui sont dans l'entreprise, à les maintenir constants parce que là il y a des gens qui sont des tranches d'âge qui sont les plus nombreuses risquent de
de se développer et puis à un certain moment, il y a un risque de perte de savoir-faire et de compétences sur le long terme. Et les actions à mener sont l'élaboration ou le renforcement de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça, c'est important parce qu'il y a une possibilité d'embauche sur le long terme. Or, cette possibilité d'embauche sur le long terme ne peut être que le résultat d'une bonne politique ou d'une bonne stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Troisième type de pyramide, c'est la pyramide en cylindre ou la pyramide en ballon de rugby. Comme vous pouvez voir, ça c'est le ballon de rugby. Et ça, c'est une pyramide qui caractérise une bonne gestion de carrière au sein de l'entreprise. Cette entreprise a suffisamment planifié les ressources humaines en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et c'est la caractéristique d'une entreprise qui assure bien la mobilité interne des salariés. Cette pyramide en forme de ballon de rugby est sans doute la plus équilibrée. Comme on peut le voir, c'est une pyramide qui est plus ou moins équilibrée et elle marque la plupart du temps une stratégie d'embauche régulière, comme je venais de le dire, dans la gestion des carrières, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que la mobilité. Donc, c'est une entreprise qui gère bien la carrière de ses salariés. Il y a des recrutements réguliers, il y a des départs en retraite. Donc, c'est vraiment une bonne pyramide pour les entreprises. Son avantage est qu'elle permet de définir une progression dans la carrière de chacun des salariés. Mais attention, cette forme n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une bonne stratégie des ressources humaines au sein de l'entreprise. L'autre type de pyramide, c'est la pyramide en poire écrasée. Comme on peut le voir, ça c'est une poire qui est écrasée. Et ce type de pyramide est caractérisé par des jeunes générations qui sont majoritaires en entreprise. Quelques éléments positifs, c'est que l'entreprise est caractérisée par un dynamisme, une souplesse ainsi que des réactivités, mais aussi une faible ancienneté et une masse salariale qui est peu élevée. Ce sont des éléments positifs, mais du côté négatif, c'est qu'il y a un problème de promotion à un certain moment car les opportunités seront très disputées. Donc, ça va nécessiter plus d'investissement dans la formation, mais aussi pour la recherche de l'expérience. C'est du côté négatif. Quelles sont les actions à mener? Il faut profiter de ces possibilités d'avancement pour construire un plan de carrière des personnes qui sont présentes au sein de l'entreprise. La dernière pyramide, c'est la pyramide en pelote de laine ou une pyramide en violon. Où les uns l'appellent pyramide en violon, pyramide en sablier ou pyramide en os. C'est la même chose. C'est une pyramide qui est caractérisée par un déséquilibre entre le sommet et le bas. Le sommet est élargi, tandis que le bas aussi est élargi. Donc le sommet, il y a des tranches d'âge plus élevées, comme on peut le voir, les tranches d'âge plus élevées, ainsi que le bas, il y a les tranches d'âge qui sont plus élevées. Il y a des gens plus adultes qui sont nombreux, et les moins jeunes et les jeunes qui sont nombreux. Le problème du côté négatif, c'est qu'il y a risque de conflit intergénération. Du côté positif, c'est qu'il y a la faiblesse des effectifs des âges moyens. Ici, par exemple, il y a une faiblesse des effectifs des âges moyens et cela ouvre des perspectives d'évolution pour ces nombreux jeunes qui sont recrutés au niveau de l'entreprise. Les actions à mener par les managers sont d'abord, il faut que ces managers soient des leaders pour pouvoir être visionnaires, pour promouvoir le travail d'équipe, pour anticiper les conflits, mais aussi pour multiplier les séances d'échange et les occasions de rencontres. Surtout, toutes ces politiques visent la prévention des risques de conflit entre les deux générations. Comment est-ce qu'on élabore un tableau de bord RH? Je vous en donne quelques étapes. La première étape est d'abord pour comprendre la planification stratégique de l'entreprise. C'est très important de comprendre comment est-ce qu'une entreprise, qu'est-ce que l'entreprise vise sur
le long terme, sa stratégie en général. C'est sur base de cette stratégie que les dirigeants vont élaborer une stratégie liée liée aux ressources humaines. Et une stratégie en ressources humaines va donner naissance à une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, à la deuxième étape, il faut savoir créer un plan stratégique des ressources humaines qui va donner naissance à la stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou à la politique de mobilité interne des salariés. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai produite sur la stratégie et la politique ressources humaines. Vous pouvez la visionner. C'est une vidéo qui détaille comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie RH et une politique RH. Surtout la différence entre une stratégie RH et une politique RH. En troisième lieu, il faut accompagner les indicateurs de performance qu'on aura mis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut définir des objectifs et des indicateurs qui sont SMART, des indicateurs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. La quatrième étape consiste à vérifier l'alignement des indicateurs RH avec la stratégie RH et la stratégie générale de l'entreprise. Là, on vous recommande de supprimer les doublons d'indicateurs, mais aussi des indicateurs qui pourraient être contradictoires. La cinquième, l'avant-dernière étape, c'est la communication et la mise en œuvre de ce tableau de bord qu'on est en train d'élaborer. La sixième et dernière étape, c'est l'évaluation périodique des résultats de ce processus. À la fin, il faut pouvoir construire un bilan social. On peut se demander ce que c'est un bilan social. Alors, un bilan social, c'est un document qui regroupe un ensemble de données chiffrées. Et ces données chiffrées permettent d'avoir une vision globale de la santé sociale d'une entreprise. Quand on parle de données chiffrées au sein d'une entreprise, souvenez-vous, on vient de voir les indicateurs du tableau de bord. Alors, il faut comprendre que le bilan social est un tableau de bord des ressources humaines qui récapitule les principales données chiffrées. Et ces données chiffrées permettront d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, c'est le bilan social, mais aussi d'enregistrer les réalisations effectuées dans le domaine social, mais aussi et surtout de mesurer les changements intervenus au cours d'une période concernée. Ça, c'est la définition la plus complète d'un bilan social. Et on va vous donner quelques principaux indicateurs du bilan social. Quels sont ces indicateurs? Il y a les indicateurs en rapport avec la masse salariale et le budget de la collectivité. Ça, ce sont des indicateurs à calculer. Surtout, souvenez-vous, pour le calcul des indicateurs, il faut avoir le type d'indicateur ainsi que les facteurs de comparaison. Et ces deux vont permettre d'élaborer la formule de calcul des indicateurs. Alors, d'autres types d'indicateurs sont des indicateurs en rapport avec l'hygiène et la sécurité au travail, des indicateurs liés aux conditions de travail, des indicateurs liés à la formation et aux relations professionnelles, mais aussi des indicateurs qui sont liés à l'emploi, au recrutement et aux carrières, des indicateurs qui sont liés aux effectifs. Vous pouvez les voir, il y a un certain nombre d'indicateurs à calculer, des indicateurs liés aux handicaps, des travailleurs handicapés, des indicateurs liés au temps de travail et de l'absence, on a parlé de l'absentéisme, les indicateurs liés au flux, les flux d'entrée et de sortie par exemple, ainsi que des indicateurs en rapport avec les rémunérations. Voilà les quelques principaux indicateurs du bilan social. Dans certains pays, ils n'ont pas encore atteint le stade de réalisation d'un bilan social. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'en France, le bilan social est une exigence pour toutes les entreprises qui ont plus de 300 salariés. Alors, c'était Richard Ndaïchimier qui vous parlait des tableaux de bord des ressources humaines et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Et je vous dis pour le moment, au revoir.